Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 20 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. La saison d'observation des baleines vient de démarrer, mais avec des règles renforcées, apnée interdite, distance minimum revue et accès limité aux professionnels. Des mesures pour protéger les cétacés dans un sanctuaire marin sous haute surveillance. Les visites s'enchaînent pour le ministre des Outre-mer. À Papeete, Manuel Valls s'est offert un bain de foule au marché avant d'inaugurer un pôle dédié au sport de combat à la Punaru. Cap ensuite sur Rurutu pour échanger autour de l'agriculture locale et de l'environnement. Une tournée rythmée entre rencontres et dialogues avec les archipels. Elle a conquis le jury de Miss Haiti avec sa création scintillante. Heya Heyman, jeune styliste polynésienne, signe une tenue d'exception composée de plus de 2000 pièces de nacre. Fruit d'un travail méticuleux réalisé avec le styliste Raymana Cohen, le costume Hokulea pourrait bientôt briller dans un musée à New York. Un portrait entre passion, tradition et ambition. Top départ ce dimanche pour la saison des baleines en Polynésie. Admirés du grand public, les cétacés seront cette année encore mieux protégés. Apnée, contact, observation en lagon, plusieurs pratiques sont désormais interdites. Seuls les professionnels titulaires d'une autorisation peuvent les approcher. Objectif, garantir leur bien-être tout au long de la saison. Plus d'explications avec Laure Philibert et Veitiare Nauta. Elles sont arrivées en Polynésie. Les baleines suscitent l'admiration et la curiosité du public. Mais le Whenua étant un sanctuaire marin, leur observation est réglementée. Une réglementation qui a changé cette année. Au cœur des préoccupations, le bien-être animal, la collision entre une baleine et un navire l'an dernier ayant marqué l'opinion. L'année dernière, on a assisté quand même à des conflits d'usage entre les observateurs, les excursionnistes et les baleines, et des fois même des touristes. On se souvient encore d'une baleine qui a été heurtée par un navire commercial. Donc il était important pour nous, en concertation bien entendu avec les professionnels et les sociétés environnementales, d'avoir des nouvelles règles d'observation, d'approche en fait, des baleines. La distance minimum entre les nageurs et les baleines a tout de même diminué de moitié par rapport à l'an dernier. Une décision qui interpelle certaines associations. Près de 90 autorisations réparties sur les 5 archipels sont accordées aux clubs qui pratiquent le whale watching. Un seul navire par société et par île peut en bénéficier. 3 zones ont été mises en place. Une zone d'observation qui va être de 300 mètres à 100 mètres, où là il faudra effectivement la dérogation, ce sont les prestataires qui pourront réaliser ces observations. 100 mètres à 15 mètres, ce seront les mises à l'eau par ces prestataires. Et ensuite, cette zone de quiétude tranquille, qui est de 15 mètres à 0, jusqu'à la baleine, où là c'est une interdiction formelle d'avoir qui que ce soit bateau ou personne mise à l'eau. Sur les mises à l'eau et les présences des bateaux, vous aurez sur site au maximum 3 bateaux. Et pour les mises à l'eau, la petite nouveauté sur cette année, c'est que chaque entreprise pourra se mettre à l'eau avec 6 clients, donc c'est-à-dire un guide, 6 clients. Si les autorités n'ont pas relevé beaucoup de pratiques illicites chez les professionnels la saison dernière, la vigilance est néanmoins accrue. On a fait une réunion notamment avec la DIREN et on a été mis au courant, informés des règles et des mesures qui allaient être prises pour protéger les baleines. L'encerclement des cétacés et leur blocage entre le récif et la pleine mer est proscrit, tout comme les observations dans les lagons, baies et passes. Pour les nageurs, l'apnée et le contact sont interdits. En cas d'infraction, des sanctions seront appliquées. Pour les prestataires, des sanctions administratives qui seront données par la direction de l'environnement sur les constatations qu'ils auront pu faire eux-mêmes ou qu'on aura pu faire nous. Et il y a également évidemment des sanctions pénales, puisque plusieurs infractions qui vont de la contravention de 3e catégorie jusqu'au délit peuvent être relevées à l'encontre au fait des personnes qui ne respecteraient pas ça. Pour ce qui est des particuliers, on est sur la même chose. Ils n'ont pas de sanctions administratives, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de dérogation. En revanche, ils auront des sanctions pénales, donc des amendes qui peuvent aller de la contravention de 3e classe, donc de mémoire, ça doit être 57 300 francs, jusqu'à, pour le délit, 2 ans d'emprisonnement et ça doit être de l'ordre de 17 millions d'amendes. Des contrôles auront lieu dès dimanche, qui marque l'ouverture de la saison qui s'achèvera le 20 novembre.
À Aroué, le grand kauri centenaire a été abattu ce matin dans les jardins de la mairie. Emblème de la commune, l'arbre représentait un risque pour la sécurité selon une expertise récente. L'opération, encadrée par un spécialiste du bûcheronnage, s'est déroulée en 3 étapes à l'aide d'une grue. L'ensemble des déchets végétaux a été évacué dans la foulée. Entre l'odeur du poireautier et le parfum des fleurs fraîches, le ministre des Outre-mer s'est offert une immersion au cœur de la capitale. Manuel Valls a découvert ce matin le marché de Papeete aux côtés des autorités du pays et de l'État et du maire de la capitale. L'occasion d'échanger avec les producteurs, artisans et commerçants autour des richesses du Fénois. Et pour ne rien manquer de cette visite matinale, nos journalistes Thomas Chabrol et Herehau Tariki se sont levés aux aurores. Le soleil n'est pas encore levé et c'est déjà l'affluence au marché de Papeete. Derrière les étals remplis de poissons frais, légumes et autres fruits du Fénois, tout le monde s'agite pour satisfaire la clientèle. Surprise, à l'aube, dans la foule, le ministre des Outre-mer. C'est important, oui, c'est plus important. Ils puissent voir aussi notre travail et tout ce qu'on fait après, jusqu'à la vente. Manuel Valls vient s'imprégner de l'ambiance chaleureuse du dimanche matin, tout en découvrant quelques mets locaux. Excellent. Vous vous rendez compte, tu disais le contraire? Non, on est très bon avec le coco, la fermenté, très bon. Servir le ministre, un honneur pour ce jeune entrepreneur. On a fait un peu de tout, des accompagnements, du poulet fafa, des plats chauds, du pahoua kari, poisson cru théoro, du poé, poireautier et des boissons qui vont avec. Entre les stands, certains clients reconnaissent le visage du ministre des Outre-mer. Une photo souvenir, quelques échanges. Le marché est un lieu populaire. Manuel Valls est séduit par la spontanéité des Polynésiens. Et puis on sent le pouls, le cœur d'un territoire et de la ville de Papeete. Donc avec le Tavana qui a dû faire ça tous les dimanches, on sent les choses, oui, c'est toujours très agréable. Ce bain de foule ravit à la fois les vendeurs mais aussi les mamas, fiers d'avoir rencontré une nouvelle fois un ministre d'État. C'est magnifique et en plus de ça c'est unique. Voilà, je crois que c'est unique dans le monde. Ce qui se passe ici à Tahiti, la vente des couronnes, c'est unique. Comme d'autres ministres et chefs d'État ont pu le faire par le passé, Manuel Valls a conclu cette visite en signant le livre d'or du marché. Une nouvelle ère s'ouvre pour les sports de combat en Polynésie. Un pôle flambant neuf de 1200 mètres carrés a été inauguré ce matin au stade de la Punaru en présence du ministre des Outre-mer. Il accueillera judokas, boxeurs, pratiquants de MMA et de taekwondo avec des espaces dédiés pour la performance et la jeunesse. Les clés seront remises aux fédérations en septembre en vue des Jeux du Pacifique 2027. Reportage de Thomas Chabrol et Herehau Tariki. Judo, boxe, MMA et taekwondo, 1200 mètres carrés dédiés au sport de combat. Les clés de ce nouveau pôle d'entraînement seront remises à 5 fédérations au mois de septembre. Ce bâtiment adjacent au stade de la Punaru est le premier du genre. Il vient compléter les infrastructures existantes, essentiellement concentrées à la Fatawa, sur la côte Est. Ce sont les tout premiers espaces dédiés de cette taille. On a à peu près 230 mètres carrés par espace. Et donc les sports de combat, comme l'ont dit le président du pays et notre ministre des Outre-mer et les arts martiaux, vont finalement constituer un enjeu en matière de performance, bien évidemment pour les Jeux, mais au-delà de ça, en matière de politique publique, en matière de sport, de jeunesse, canaliser les énergies et puis impliquer nos jeunes dans un parcours de performance et d'engagement. Un bâtiment pour viser le haut niveau, mais aussi pour initier les scolaires aux arts martiaux. Avec du matériel adapté et des salles spécifiques à chaque discipline, les athlètes ont hâte de reprendre l'entraînement dans ces conditions optimales. De quoi motiver la préparation physique en vue des Jeux du Pacifique 2027. Il n'y a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir refouler ce sol et s'entraîner. Ça change la donne et ça ne peut que nous pousser à faire de bons résultats et espérer aussi attirer la jeunesse d'aujourd'hui. Effectivement, c'est un plus surtout parce que nouveau matériel, nouvelle salle, et en plus beaucoup plus accessible pour ma part vu que c'est proche de mon domicile. Et ça fait plaisir, on voit que le pays, avec le COPF, etc., sont à fond derrière nous pour la préparation de 2027. Dans 2 ans, Tahiti sera au cœur des compétitions avec 4500 athlètes et officiels. Ce complexe, cofinancé par le pays et l'État, s'inscrit dans un projet de rénovation et de construction d'infrastructures. Pour 2025, 5,4 milliards de francs sont prévus pour réhabiliter 4 complexes sportifs et des pistes d'athlétisme, dont celle du stade de la Punaru.
Le ministre des Outre-mer poursuit sa visite dans les archipels. Arrivé à Rurutu aux côtés du président Moïse Borderson, du haut-commissaire Eric Spitz et des parlementaires, il a été accueilli par les maires des Australes. Levée des couleurs, visite du marché local, mais surtout une journée d'échange sur le potentiel agricole de l'île et ses défis environnementaux. Des discussions à poursuivre jusqu'à demain. Justement, nous restons à Rurutu avec la question sur la transition énergétique. Au programme de cette visite ministérielle, le projet photovoltaïque de la salle Omnisport de Haouti. La transition énergétique s'accélère au Fénois grâce au soutien de l'État. Plusieurs projets voient le jour dans nos îles pour produire une électricité plus propre et plus locale. Reportage de Mike Léral, Mataï Hourey et Olivier Huc. Face à ces défis géographiques, la Polynésie française s'engage dans une transition énergétique ambitieuse. Éloignement, insularité, réseau isolé, autant de contraintes que le territoire transforme en opportunités grâce à ses richesses naturelles, soleil, rivières et énergie des océans. À Rurutu, c'est un projet photovoltaïque qui va voir le jour. C'est un projet qui couvre toute l'île, puisque l'électricité, on aura à peu près 113 kW qu'on pourra avoir de cette énergie renouvelable et qui va être couplée sur le réseau actuel et qui va bénéficier à toute la population de l'île de Rurutu. Donc ce projet ne va pas s'arrêter là. Il y en aura d'autres que je vais faire, certainement sur la salle omnisport de Moiré, certainement sur les écoles de Moiré. On va essayer de couvrir au maximum nos salles avec des photovoltaïques sur la toiture. Pour soutenir cette dynamique, l'État a créé un fonds de transition énergétique ou fonds Macron doté de plus de 7 milliards de francs pacifiques jusqu'en 2026. Ce fonds finance des projets concrets pour produire une électricité plus propre. Les 12 millions d'euros engagés par l'État, c'est le fruit aussi des annonces du président de la République, se concrétisent pour le bénéfice des archipels et d'une île comme celle-ci. C'est du concret, c'est une manière de rendre l'énergie moins chère, de lutter contre le réchauffement climatique et de maintenir aussi les activités sur ce territoire. L'objectif affiché est d'atteindre 75% d'énergie renouvelable pour la production électrique d'ici 2030. Déjà 16 projets ont vu le jour dans toutes les archipels. Rurutu va franchir à son tour un cap pour plus de transition énergétique. Sur place, notre envoyé spécial Mike Léral. Bonsoir Mike, à l'heure où nous nous parlons, les maires sont en discussion avec le ministre des Outre-mer. Savez-vous dorénavant quels sont les besoins des archipels des Australes ? Oui, effectivement, Manuel Valls a été accueilli par de nombreux maires des Australes. Ils ne sont pas tous là, mais ils sont représentés par leurs adjoints au maire lorsqu'ils ne sont pas là. Et évidemment, ils sont actuellement en train de dîner avec le ministre. C'est pour ça que nous avons une adjointe au maire de Rurutu qui est avec nous ce soir, Kobate Uroa. Bonsoir. Bonsoir Iral, bonsoir la Polynésie qui nous regarde. Et alors j'ai envie de vous demander, on a entendu le maire de Rurutu qui faisait une sorte de longue liste de courses et de demandes finalement à Manuel Valls. Quelle serait pour vous la demande la plus importante ? Alors, c'est une joie déjà pour nous de recevoir notre ministre d'Outre-mer, étant donné que ça fait 10 ans maintenant que nous n'avons pas reçu de ministre. Et c'était une promesse qu'il a fait à notre Tavana lors d'une rencontre en France. C'est pour ça que c'est une joie pour nous. Effectivement, la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Qui ne veut pas avoir de projet et que ça se réalise? Mais ça veut dire que les îles sont un petit peu trop oubliées depuis Tahiti, notamment? Les îles loin, c'est vrai, ils sont oubliés. C'est pour ça que nous, on est là, on se défend, on aimerait bien qu'on réponde à nos projets. Et alors, justement, un projet qui vous tient à cœur, le plus important? Alors, étant donné que notre île, c'est une belle île, nous avons vu un peu une station de déchets. Et effectivement, il y a le projet de l'assainissement, qui est un projet exigé dans toutes les communes, oui, ouais. Toutes les communes, que ça se réalise. C'est pour ça que l'assainissement est un grand projet, lourd en financement, et c'est pour ça que nous exigeons à ce qu'il y ait un financement de la part de la France.
Et puis un autre sujet qui vous oppose un petit peu avec le gouvernement central, enfin le gouvernement de Tahiti, c'est les zones de pêche. Vous souhaitez vraiment pouvoir encore pêcher près des côtes. Il est vrai que c'est un sujet qui date et que nous sommes toujours en train de se battre, nous les îles, surtout les Australes. Pourquoi on est là? C'est par rapport à nos enfants. La plupart de nos enfants actuellement qui sont devenus des capitaines de tonniers. Nous ne voulons pas que ces enfants aillent ailleurs, donc ils s'approchent de nos côtes. Et que nos enfants, ça va leur faire du travail. C'est pour ça que nous sommes là en train de nous battre pour qu'il y ait cette zone protégée et en même temps gérée. Dernière question, on a vu que Manuel Valls avait un programme assez chargé à l'origine ici à Rorotu, et puis il y a eu quelques petits changements dans ce programme. Est-ce qu'il y a encore d'autres changements qui sont prévus demain? Ça, étant donné que les Australes Rorotu et comment dire, le tourisme est toujours là pour la saison des baleines, effectivement, il y aura peut-être un changement demain, peut-être. Je ne te dirai pas, actuellement, il y a 2 baleines qui sont en train de se promener dans nos lagons. Merci Koba. En tout cas, voilà, peut-être une surprise pour le ministre demain. Allez voir les baleines au large de Rorotu. Et puis en tout cas, ce soir, après son dîner, il aura la joie de voir les chants et les danses locaux. Excellente soirée à tous. Merci Mike pour tous ces éléments de réponse. Derrière chaque sourire, il y a eux, les animateurs de la saga. Sur le Motu Ovini, ils sont au cœur de cette aventure humaine, veillant sur 128 enfants dans le besoin qui découvrent parfois pour la première fois les sports nautiques. Réveil, petit déjeuner, activités en groupe, repas, ils orchestrent chaque instant pour créer une bulle de bonheur loin du quotidien. Des visages familiers, bienveillants et surtout indispensables. Reportage de Davidson Bennett. Chaque matin, quand ils arrivent au Motu Ovini, les enfants se préparent pour leurs activités. Mais avant d'embarquer pour une nouvelle aventure, il faut se remplir le ventre pour pouvoir tenir toute la matinée sur l'eau. Alors, un petit déjeuner leur est proposé. Il y a le petit déjeuner avec les pops et tout ça pour les enfants. Mais la plupart des enfants arrivent, ils ont fini de manger. Mais ici, ils vont manger encore parce qu'ils aiment, parce qu'il y a le lait et le pop et ça, les enfants en raffolent. Les animateurs du centre de vacances s'occupent de répartir les enfants par groupe sous la supervision de la directrice du centre. Car oui, la Saga est un grand centre de vacances spécialisé dans les activités nautiques. Je suis responsable des enfants de Rikitea, polyvalent, animateur, responsable. J'aide mon équipe de la Saga donc, à faire fonctionner cette semaine de la Saga. J'ai sous ma tutelle à peu près 13-14 animateurs avec les monos, les moniteurs, avec le BSA et l'infirmière. À leur côté, les moniteurs du Yacht Club de Tahiti, spécialistes de la navigation, accompagnent les jeunes marins. À la mi-journée, au retour des activités, il est encore l'heure de passer à table. L'après-midi, on nous livre le maïs, c'est la commune de Matea et que nous remercions beaucoup parce que ces enfants-là, il y a la qualité, il y a la quantité et ils mangent bien. Et le soir, avant de rentrer, ils prennent leur goûter. Les 128 enfants ont une semaine pour se familiariser avec les différentes embarcations qui leur sont proposées. Des petits marins qui apprennent très vite et pour certains montrent déjà beaucoup de talent. Clap de fin pour les trials du Tahiti Pro 2025. 2 surfeurs polynésiens ont décroché leur ticket d'entrée dans la prestigieuse étape du championnat du monde. Chez les hommes, Mihimana Braille s'est imposé. Côté féminin, Kélia Galina, 12 ans, décroche elle aussi sa place dans le tableau principal. C'est la première fois que des femmes étaient autorisées à participer au trial avec un âge minimum assoupli pour ouvrir la voie à la relève. Ils rejoindront ainsi Kaolivast et Vahine Fierro pour le main event prévu en août. Notre journaliste Routouari Colombani a réussi à obtenir les réactions de notre jeune championne. Ça fait super plaisir de remporter encore les trials. L'année dernière je l'ai fait et là de le refaire c'est incroyable. Je suis super content et comme je disais, Te Ahupo'e m'a donné beaucoup. Elle a ouvert un peu toutes les opportunités pour ma carrière de surfeur professionnel. Du coup, je suis super content. Ok, ouais. Les conditions étaient assez difficiles. On n'avait pas beaucoup de vagues qui tubaient. Donc il fallait un peu sortir de son jeu de manœuvres, donc des manœuvres avec des tubes. Les mots, parce que c'est un mélange de plein d'émotions et je suis très contente. C'est un peu dur à accepter.
oh my god, c'est mon rêve. Hein. Et surtout à 12 ans, dans le main event, il n'y a pas plus que je peux demander. Hein. C'est une tenue qui a marqué les esprits lors de l'élection Miss Haiti. Le costume haut couleur bijou de nacre imaginé par Heya Heyman et le styliste Raymana Cowan renaît le temps d'un essayage exceptionnel. Une création minutieuse portée aujourd'hui par Miss Polynésie 2010 qui pourrait bientôt également briller jusqu'à New York. Portrait de cette créatrice aux doigts de fée par Thomas Chabrol et Tauhiti Tonio-Moussan. C'est la première fois depuis la soirée d'élection Miss Tahiti que cette tenue fragile est à nouveau portée. Et Heya Heyman a fait appel à Milani Texera pour cet essayage bien particulier. Ce corset, ajusté au plus près du corps et la jupe qui l'accompagne, sont ornés de nacre et de perles. Pas moins de 2000 morceaux de nacre ont été découpés sur mesure et collés un après l'autre. Un travail minutieux qui a nécessité plusieurs reprises. Toute cette partie-là, il a fallu le refaire. Et il y a d'autres petites pièces aussi qu'on a dû rajouter justement pour pouvoir faire un relief. Il fallait vraiment être très minutieux et pas s'énerver, quoi. L'idée de cette tenue a d'abord germé sur le papier. Petite fille d'un artiste peintre, la créatrice dessine l'esquisse et envoie le croquis au styliste Raymana Cowan, installé à New York. Il accepte de travailler avec elle sur la confection de cette tenue unique. On a fait la base du corset qui est en dessous des nacres. Il fallait choisir aussi le tissu de la jupe et aussi la confection du manteau de tapa parce que le tapa était à New York. Pour sublimer le tout, une coiffe vient compléter l'ensemble. Avec cette tenue faite à la main et avec passion, Heya a décroché le prix du plus beau costume lors de la soirée d'élection Miss Tahiti. Modèle du jour, Milani, Miss Polynésie 2010, est honorée de le porter. C'est un travail surprenant, hein. On voit que ça a été travaillé minutieusement, il y a énormément de détails. C'est super confortable, voilà, c'est agréable. Le costume au coulé a été dévoilé sur la scène de la soirée d'élection le jour de l'arrivée de la pirogue double. Un signe peut-être. Ses créateurs espèrent désormais pouvoir exposer le plus beau costume empreint de l'âme polynésienne dans un musée à New York. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, le documentaire inédit Le voyage de Thierry Marx en Polynésie, suivi du film Hook ou La revanche du capitaine. Je vous souhaite une très belle soirée et une belle semaine sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.